la première entrée que j'avais envie de proposer sur le miroir, c'est la question de la parole, puisque c'est par là que s'ouvre le film. Vous vous souvenez de ce magnifique prologue où on voit ce jeune homme bègue qui, suite à une séance d'hypnose, finit par dire « je peux parler ». Et c'est là que va arriver le titre du film, le miroir, et que le film va démarrer. Я могу говорить, давай. Я могу говорить. C'est évidemment pas anodin puisqu'il s'agit du film le plus autobiographique d'Andrei Tarkovsky. Et ce n'est pas anodin non plus parce que dans l'œuvre de Tarkovsky, de façon tout à fait systématique, la parole est liée à l'acte de création. D'ailleurs, dans le scénario du film, écrit donc avant Solaris, puisque le film a mis beaucoup de temps à se faire, Tarkovsky citait un poème très célèbre de Pouchkine qui s'appelle Le Prophète, qui se terminait de la façon suivante. Alors je vais me faire un petit plaisir de vous lire le dernier quatrain en russe puis en français. En russe, ça disait « Восстань, пророк, и вишь и внемли, исполнись волею моей, и обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Debout prophète, vois, écoute, emplis ton être de ton Dieu, que ta demeure soit la route et que ton verbe soit du feu. Voilà, donc il y a bien cette idée du verbe créateur, du verbe qui impacte, c'est-à-dire de cette idée de la parole créatrice. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui tout de suite est là, de manière très centrale dans le film. Je disais que le film était évidemment le plus autobiographique de Tarkovsky, bien sûr, puisqu'il s'agit au moins en partie d'une histoire liée, enfin d'épisodes en tout cas, liés aux véritables expériences de sa mère, entre autres, et de ses propres souvenirs d'enfance. Alors, quand on dit que c'est très intime, il y a bien sûr cet aspect narratif. Tarkovsky a quand même coécrit le scénario avec Alexandre Micharine. Ils ont écrit chacun la moitié des épisodes. Mais évidemment, dans plusieurs épisodes, on reconnaît des moments biographiques vraiment de la vie de Tarkovsky. Mais il est autobiographique aussi autrement, tout simplement parce que la mère de Tarkovsky apparaît dans le film, hein, puisque c'est elle qui joue la mère âgée. Autobiographique parce qu'on entend la voix de son père, Arseny Tarkovsky, le grand poète, hein, qui lit ses propres poèmes en voice-over dans le film. На свете смерти нет, бессмертны все, бессмертно все. Не надо бояться смерти ни в 17 лет, ни в 70. Есть только явь и свет, ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. Que l'épouse de Tarkovsky, Larissa Tarkovskaya, apparaît dans le film dans un petit rôle, hein, ça on le dit rarement, mais enfin elle est là. C'est un film qui vraiment est traversé par la famille de Tarkovsky. Et puis évidemment, beaucoup des situations vont mimer ou faire écho à des situations véritablement vécues par Tarkovsky. Alors, peut-être ça explique en partie la grande difficulté à faire le film. C'est peut-être pour ça que quand Tarkovsky finit le scénario, c'est à la fin des années 60, finalement, il n'arrive pas à obtenir d'autorisation de le tourner. Il va faire Solaris avant de revenir à ce projet, de réussir à l'obtenir. C'est d'ailleurs, aujourd'hui, presque une aberration de l'histoire du cinéma soviétique. Comment a-t-on pu autoriser ce film si personnel à se faire? C'est très étonnant. Et en même temps, voilà, c'est quelque chose qui va permettre à Tarkovsky, comme toujours, par le biais de l'individuel le plus intime, c'est-à-dire lui-même au fond, d'ouvrir sur la grande histoire. Et on va retrouver là la thématique qui était là dès l'enfance d'Ivan, c'est l'individu et la grande histoire. On le voit déjà, par exemple, dans le scénario. Alors, initialement, le scénario s'appelait Une journée blanche. Il y a eu, à un moment, d'ailleurs, un des titres a été La Confession, pour vous dire encore une fois que la parole était quelque chose de central dans ce projet. Alors, dans ce scénario original, Tarkovsky avait l'intention d'interviewer sa mère, en situation documentaire, en fait, de poser une caméra et de la filmer en lui posant les questions. Et les questions qu'il a prévu de lui poser sont, pour nous, pleines d'enseignements, parce qu'elles nous montrent justement la manière dont il pense systématiquement l'intime et le général. La petite histoire individuelle et la grande histoire. Par exemple, voilà comment s'enchaînent les questions. Question 1. Qui préférez-vous, votre fille ou votre fils? On peut difficilement faire plus intime que ça. Plus ça le concerne directement. Question suivante. Que pensez-vous de l'invention atomique? Voilà. Ou encore, que pensez-vous du sacrifice en général, comme concept? Pourquoi ne vous êtes jamais remarié après que votre mari vous ait quitté?
Donc on voit bien à la fois comment, par moments, il pense les réponses pouvant se répondre l'une l'autre. Enfin, on voit bien ce qu'il imagine peut-être comme lien entre les choses, mais il y a toujours cette idée de parler de choses très très générales et un peu du destin de la Russie ou de l'Union soviétique, et de l'autre côté, de vraiment parler de l'intime, le plus intime finalement, puisque qui préférez-vous, votre fille ou votre fils? On peut difficilement imaginer une question plus intime que ça. Voilà. Finalement, il ne filmera pas sa mère dans ce dispositif documentaire, mais il en reste évidemment cette grande idée, qui est donc de mêler complètement des souvenirs intimes avec, par exemple, des images d'archives qui vont venir dans le film, un peu raconter cette grande histoire qui traverse, qui balaye un peu les personnages et le personnage tout au long du film. C'est quelque chose qui est central dans le film. Il y a une autre séquence dont j'aime beaucoup parler, pour parler de ce face-à-face individu-histoire, parce qu'il y a un moment dans le film où Tarkovsky le met en scène comme un chant contre chant, en fait. C'est la séquence où le petit garçon, vous savez, ce petit garçon orphelin qui a fait une très mauvaise blague à son instructeur en lançant une fausse grenade, donc en faisant très très peur à tout le monde, et ce petit garçon s'en va, il est un peu honteux, il est un peu mal, et on le voit monter une colline dans un plan qui ressemble beaucoup au tableau de Bruegel. On pense bien sûr au Chasseur dans la neige et à tous ces tableaux qu'aime tellement Tarkovsky, et on le voit arriver tout en haut, et là il regarde pratiquement dans la caméra, et arrive à ce moment-là des images d'archives, Hitler mort, l'explosion, justement, le champignon atomique, etc. Donc c'est comme si, vraiment, on avait un champ contre champ. Et ensuite, on revient au regard du garçon, comme si, en effet, c'était ce qu'il était en train de regarder, du haut de cette petite colline sur laquelle il était monté. Suite à quoi se produit une chose un peu étrange dans le film, c'est cet oiseau qui vient magiquement se poser sur la tête du petit garçon. Alors, on pourrait inventer plein d'interprétations différentes, y compris un peu religieuses, à ce petit oiseau qui vient de se poser, un peu comme l'oiseau qui s'envolera de façon très religieuse, presque comme l'âme s'envole à la fin du film, quand le personnage va mourir, le personnage principal va mourir. Mais je pense qu'en fait, ici, il joue un rôle presque plus terre-à-terre. C'est vraiment encore plus de singulariser cet enfant. C'est-à-dire de vraiment nous dire, il y a un être seul, très seul, là, sur sa petite colline, face au mouvement de la grande histoire. Et alors, c'est pas anodin, pendant cette séquence dont je suis en train de parler, il y a un poème d'Arseny Tarkovsky, que justement Arseny Tarkovsky lit en voice-over. Живите в доме, и не рухнет дом. Я вызову любое из столетий, войду в него и дом построю в нем. Il y a cette idée justement de comment on s'installe, comment on s'accroche à quelque chose, et cette chose, on essaie de ne pas la laisser s'effondrer au cœur d'un siècle en mouvement. Et ensuite, il y a cette phrase que moi je trouve absolument incroyable, parce qu'il faut quand même penser qu'Arseny Tarkovsky, quand il l'écrit, il pense au XXe siècle, qui est quand même un siècle d'une grande violence, particulièrement si on pense au XXe siècle en Russie, en Union soviétique. Et il dit « Я век себе по росту подбирал ». Je me suis choisi un siècle à ma mesure. Et c'est beaucoup dire. Et je pense que c'est pas anodin, voilà, qu'on entende cette chose-là, ces phrases-là, pendant cette séquence centrale du film, où il y a ce face-à-face, ce champ contre champ entre l'individu et l'histoire. C'est que c'est vraiment un des enjeux du film. C'est comment finalement on tient bon, et comment malgré tous les ravages que fait la grande histoire au cœur d'un être, hein, c'était, rappelez-vous, le sujet déjà de l'enfance d'Ivan, comment malgré tout l'être va finalement y survivre, y subsister, et au contraire va intégrer ces choses-là dans son parcours de vie, dans son espace mental. C'est quelque chose, je pense, qui est présent dans l'ensemble des films de Tarkovsky, cette idée de l'espace mental. C'est-à-dire qu'à un moment, quelque chose qui est en fait au cœur de nous-mêmes va être extériorisé chez Tarkovsky. Le miroir, c'est l'espace mental d'un être humain élargi à la taille d'un film, au fond. C'est-à-dire que c'est un film qui va mêler souvenirs, rêves, hein, puisque par moments le personnage nous parle du fait qu'il rêve, et on voit clairement des bribes de ses rêves, imaginaires, images d'archives qui sont donc peut-être aussi des formes de souvenirs, ou en tout cas comme des sortes de souvenirs voilà, un peu objectifs ou un peu extérieurs, mais qui viennent quand même remplir cet espace mental. Et si vous vous souvenez, à la fin du film, le personnage meurt à cause de ce qui se produit en lui. Parce qu'il y a ces discussions un peu surréalistes entre le docteur et les deux femmes qui sont en train de veiller cet homme mourant, et le docteur dit « mais je comprends pas, il avait rien, enfin tout allait bien ». Et en fait, non, tout allait bien, mais vous savez, des fois, on meurt parce que c'est la conscience qui nous fait. Donc c'est clairement, finalement, ce qui se joue à l'intérieur de cet être qui, finalement, fait qu'il ne peut plus, voilà, qu'il est en bout de parcours, en bout de vie, qu'il ne pourra pas aller au-delà. Donc finalement, voilà, le film, c'est comme un grand voyage dans l'intérieur de la tête de quelqu'un. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très, très incroyable. Alors bien sûr, il y a beaucoup de textes écrits là-dessus, mais c'est le travail sur la temporalité dans le film, bien entendu, qui est une temporalité très flottante, très étrange, qui boucle de façon étonnante. Et
c'est aussi pris en charge dans le film par le fait que les mêmes acteurs jouent des rôles différents. Puisqu'on a donc Margarita Tereshkova qui joue à la fois la mère jeune du personnage principal, puis son épouse. Il y a le jeune Ignat qui joue le personnage principal jeune et puis son fils. Et on a même des personnages secondaires qui reviennent aussi. On a une très belle jeune fille rousse qui joue dans l'époque contemporaine, la fille d'un Espagnol exilé en Union soviétique, et qui, dans les souvenirs, va jouer l'amoureuse, la jeune fille dont est amoureux le jeune Alexei, donc qui est le personnage principal. Voilà, donc il y a, comme ça, un constant aller-retour, et à un moment, le personnage le dit d'ailleurs, sa voix le dit, je ne comprends pas pourquoi, quand je me souviens de ma mère jeune, je la vois toujours avec ton visage. Et ça, c'est des choses qui arrivent en fait en général dans les rêves, où tout d'un coup on voit quelqu'un avec un autre visage, et ça nous raconte évidemment quelque chose de notre manière de percevoir les choses. Donc on voit bien comment cette trouvaille, elle va aider énormément Tarkovsky à nous montrer qu'on est bien à l'intérieur de la tête de quelqu'un, qu'il ne s'agit pas de vraiment toucher le réel du doigt, mais bien être dans le réalisme tel que il le définit lui, c'est-à-dire rendre compte du processus absolument incroyable et complexe, de l'espèce de mouvement de la pensée et de l'émotion à l'intérieur de la tête de quelqu'un. Et bien sûr, une des choses qui visiblement obsède ce personnage, et par son truchement bien sûr Tarkovsky, c'est cette idée de l'éternel retour. C'est qu'au fond, les mêmes problèmes éthiques, les mêmes souffrances recommencent de génération en génération. Et on voit bien là encore comment le poème d'Arseny Tarkovsky que j'ai cité tout à l'heure vient faire écho à ça. Cette idée que j'aurais pu choisir n'importe lequel des siècles, et finalement peut-être les choses elles se reproduisent de siècle en siècle, de génération en génération. Donc tout comme Alyosha, jeune, souffrait de l'absence de son père, de la même manière il est un père absent pour son fils. Voilà, donc il y a quelque chose qui se reproduit là, de génération en génération. Il y a un plan à la fin du film que j'aime particulièrement. C'est un plan où on voit la mère jeune, donc jouée par Tereshkova, qui vient juste de découvrir qu'elle était enceinte d'Alexei. Donc en fait, finalement, c'est même pas un souvenir, puisque c'est avant qu'il n'existe ce plan-là. Et elle est avec son père. Et son père, d'ailleurs, lui demande, le jeune père, joué par Yankovsky, lui dit « Tu préférais qu'il y ait un garçon ou une fille ?» Donc cette espèce de discussion comme ça, un peu légère. Et elle a les larmes aux yeux. Et puis elle se lève, et elle regarde de loin. Et au loin, on voit passer en fait la mère, la vraie mère de Tarkovsky, donc jouant la mère âgée, avec les deux enfants qu'elle tient par la main, mais qui sont des petits-enfants. Donc là, alors on est dans un mélange temporel absolu, puisque c'est la mère âgée qui tient des enfants jeunes, donc tout se mélange. Et en même temps, ce plan, il est extrêmement synthétique, là encore, de ce que raconte le film. Ce plan, c'est une sorte de jeu visuel, avec un proverbe russe très connu, qui dit « Жизнь прожить, не поле перейти ». Ou autrement dit, sans traduire littéralement, « Vivre sa vie, ce n'est pas comme traverser un champ, ce n'est pas aussi facile ». Et pourtant là, dans ce plan, c'est exactement ça. Vivre une vie, c'est traverser un champ. Puisqu'on voit cette mère jeune qui voit déjà son avenir, c'est-à-dire la mère âgée qu'elle deviendra, et elle voit les enfants qu'elle n'a pas encore et qu'elle aura. Donc, voilà. Et pourtant, on voit bien que ce n'est pas sans souffrance pour autant. Cette manière de faire une capsule temporelle où finalement tous se rejoignent l'espace d'un instant un peu magique, c'est ce qui permet aussi de donner à cette jeune mère qui vient juste d'apprendre qu'elle était enceinte un aspect, un rôle de Mater Dolorosa. Puisque c'est bien sûr l'image de la Vierge qui pleure alors qu'elle n'a pas encore le bébé Jésus, parce qu'elle sait déjà ce qui va lui arriver, qu'il va finir sur la croix. Et donc on voit déjà cette femme dans une sorte de prescience de tout ce que sa vie va être. Et on est happé un peu comme par un tableau tridimensionnel, par cette représentation de ce que c'est que le parcours d'une vie. Voilà, en un seul plan.